Si un concours était organisé pour classer les choses les plus stupides faites par l'humanité, la Première Guerre mondiale serait assurément parmi les favoris. Pour moi, peu d'événements historiques sont aussi déprimants que le début de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas seulement le nombre insensé de morts, mais aussi l'absurdité totale de cette guerre qui choque. On ne peut parfois s'empêcher de se demander pourquoi ils se battaient contre ça tous. En 1914, l'Europe avait été relativement paisible pendant un siècle et était le centre absolu du monde. C'était l'endroit le plus riche et le plus prospère de la planète, moteur de l'innovation et inventant des technologies en pétant nouvelles et étonnantes. Puis, sans aucune raison, l'Europe a décidé de se déchirer elle-même. Elle a décidé de détruire ce qu'elle avait mis si longtemps à construire. Bien que le déclenchement de la guerre ait été tragique, il a aussi eu d'autres aspects. C'était compliqué, improbable et franchement étrange. Comment un attentat terroriste d'un nationaliste serbe en Bosnie a-t-il pu mener à l'invasion de la Belgique par l'Allemagne ? De nombreux dirigeants européens étaient désespérés d'empêcher la guerre et dévastés par leur échec. Lorsque l'ambassadeur d'Allemagne a remis la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie, il a ensuite éclaté en sanglots. Le Premier ministre britannique a aussi pleuré juste avant la guerre. La séquence d'événements extrêmement étranges qui a mené à la Première Guerre mondiale occupe les historiens depuis même avant la fin de la guerre. La question de savoir qui était précisément responsable suscite également de vifs débats, et c'est ce point que je souhaite aborder ici. Il va sans dire qu'il n'est pas possible d'apporter une réponse définitive à cette question. Les historiens qui l'ont longuement étudiée ne s'accordent pas entre eux. Ce que nous pouvons faire, c'est raconter certaines des principales actions des différentes nations avant la guerre et essayer de juger si, dans l'ensemble, elles étaient bien plutôt escaladantes ou désescaladantes. Cependant, avant de pouvoir commencer cela, nous avons besoin d'un aperçu extrêmement bref des événements qui ont mené à la Première Guerre mondiale, ce qui allait être connu sous le nom de crise de Juillet. En juin 1914, l'Europe était en paix, et la guerre ne semblait pas à l'horizon. Il y avait bien sûr des tensions entre différents pays, particulièrement fortes entre l'Autriche et la Serbie, qui avaient des revendications territoriales conflictuelles dans les Balkans. La Serbie avait un fort mouvement nationaliste qui voulait voir une Serbie plus grande, plus puissante, incluant tous les Serbes ethniques de la région. L'empire austro-hongrois était désormais très faible, et franchement, il tenait à peine debout. Beaucoup craignaient son effondrement imminent, et le cas échéant, la Serbie voulait être en position d'annexer le plus de territoire possible. La Serbie était très en colère contre l'Autriche à cause d'un événement survenu 6 ans auparavant. L'Autriche administrait le territoire de la Bosnie, qui faisait officiellement partie de l'Empire ottoman incroyablement faible. En 1908, le monde a été stupéfait lorsque l'Autriche-Hongrie a annexé la Bosnie, l'intégrant à son empire. La Serbie a été scandalisée par cela et certains nationalistes serbes ont même appelé à la guerre. Les tensions ont persisté, mais l'Europe a réussi à se maintenir tant bien que mal. Puis vint l'assassinat, le 28 juin 1914, en Bosnie. Un nationaliste serbe a assassiné l'héritier de l'Empire austro-hongrois. C'était absolument énorme. Un équivalent moderne pourrait être le 11 septembre. L'Autriche, indignée par l'assassinat de son héritier, ne savait pas comment réagir. Devait-il entrer en guerre contre la Serbie ? Sinon, que devait-il faire ? L'Allemagne était alliée à l'Autriche et lui promit de la soutenir, quoi qu'elle décide de faire. Pendant ce temps, la Russie était alliée à la Serbie et promit de défendre la Serbie si l'Autriche entrait en guerre. Finalement, l'Autriche envoya un ultimatum à la Serbie. La Serbie devait accepter des exigences humiliantes sous peine d'invasion par l'Autriche. Le 23 juillet, presque 4 semaines après l'assassinat, l'ultimatum fut envoyé. Les Serbes acceptèrent partiellement les conditions. 5 jours plus tard, l'Autriche leur déclara la guerre. Le jour suivant, Belgrade fut bombardée. Au même moment, la Russie, craignant une attaque à la fois de l'Autriche et de l'Allemagne, préparait son armée. Ce processus, nommé mobilisation, était très provocateur pour l'Allemagne. L'Allemagne, redoutant une offensive russe, a sommé la Russie de stopper sa mobilisation militaire. La Russie a refusé et donc l'Allemagne a déclaré la guerre. Avec la Russie et l'Allemagne en guerre, une autre grande puissance a été entraînée dans le conflit, la France. La France était alliée à la Russie et elle a donc dû déclarer la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne, menacée sur 2 fronts, a choisi d'attaquer la France dans l'espoir d'une victoire rapide lui permettant de redéployer ses forces contre la Russie. L'attaque de la France via la Belgique neutre a entraîné l'intervention de la Grande-Bretagne. Après l'avancée des troupes allemandes en Belgique, la Grande-Bretagne a déclaré la guerre.
Voilà donc un tour d'horizon rapide des événements qui ont mené à la Première Guerre mondiale. Maintenant, nous pouvons examiner ce que chaque pays a contribué à cette escalade stupéfiante, d'un conflit local et contenu à la guerre la plus horrible que le monde ait jamais connue. Nous commencerons par la Serbie. La principale responsabilité de la Serbie dans la Première Guerre mondiale réside dans son rôle dans l'assassinat de François Ferdinand. Déterminer avec précision l'implication de l'État serbe dans l'assassinat est extrêmement difficile. Il est presque certain que ce n'est pas le Premier ministre serbe lui-même qui a ordonné l'assassinat. Cependant, certains membres de l'État serbe, notamment l'armée, étaient impliqués. Étant donné que tout a été fait en secret, il est impossible de déterminer exactement qui savait quoi à propos du complot d'assassinat. L'assassinat a été perpétré avec l'aide d'un mouvement connu sous le nom de Main Noire, et l'État serbe avait effectivement des liens avec la Main Noire. Également connu sous le nom d'Unification ou la mort, le mouvement a été formé pour unir tous les territoires avec des populations slaves ethniques en une seule nation. Tout comme l'Allemagne et l'Italie avaient récemment été unifiées en un seul État, la Main Noire espérait faire quelque chose de similaire avec les Slaves du Sud pour créer quelque chose de semblable à la Yougoslavie. L'Empire autrichien était l'un des principaux obstacles à ce projet, expliquant les fortes tensions. La relation entre la Main Noire et l'État serbe était très complexe et opaque. L'armée serbe comptait effectivement des hauts gradés qui étaient fortement impliqués dans la Main Noire et probablement dans l'assassinat. La Main Noire avait en fait participé à l'accession au pouvoir du roi 11 ans plus tôt et exerçait encore un contrôle important sur la famille royale. Par exemple, un membre de la Main Noire était le précepteur du prince serbe. Étant donné que l'armée serbe était particulièrement liée à la Main Noire, il était probable que les armes utilisées lors de l'assassinat provenaient de l'armée serbe. En raison de cette relation complexe et opaque entre la Main Noire et l'assassinat, il était et il est toujours difficile de juger si l'assassinat doit être considéré comme un acte d'agression d'État ou non. Inutile de dire que l'assassinat de l'héritier autrichien a été extrêmement provocateur pour l'Autriche, étant donné qu'il savait que la Serbie n'était pas totalement innocente. Le gouvernement serbe lui-même a offert la réponse formelle habituelle, exprimant sa sympathie pour l'assassinat. Néanmoins, le public serbe était ravi, voire euphorique, célébrant publiquement l'événement. La presse serbe a également attisé les flammes, en faisant l'éloge des assassins et en accusant les Autrichiens de mentir. Les titres serbes les plus incendiaires et insultants ont ensuite été rapportés par la presse autrichienne et ont bien sûr provoqué une immense colère. Le Premier ministre serbe a lui aussi tenu divers propos incendiaires. Le lendemain de l'assassinat, il a déclaré que si l'Autriche exploitait l'assassinat, la Serbie n'hésiterait pas à se défendre. Plus provoquant encore, la Serbie n'a pas mené d'enquête approfondie sur l'assassinat. De nombreuses personnes de différentes nations étaient donc d'accord pour dire qu'une enquête approfondie devait avoir lieu, du Times de Londres jusqu'au roi Carol de Roumanie. Au final, cela n'a pas été le cas. Les autorités serbes n'ont jamais mené d'enquête à la hauteur de l'importance de l'assassinat. Une enquête a été ouverte et une semaine plus tard, elle a été close avec la conclusion que les assassins n'avaient rien à voir avec la Serbie. Pour l'Autriche, c'était principalement une claque au visage. Il est possible que les Serbes aient été aussi réticents à mener l'enquête, précisément parce qu'elle aurait révélé des liens avec l'élite serbe. Bien sûr, ce qui s'est finalement passé, c'est que l'Autriche a envoyé un ultimatum à la Serbie, ce qui soulève alors la question de savoir comment la réponse de la Serbie doit être jugée. Il y a un débat sur le degré de conciliation de la réponse serbe. Des historiens estiment qu'elle a accordé à l'Autriche presque toutes ses demandes. D'autres y voient surtout un rejet des exigences autrichiennes. Selon l'historien Christopher Clark, c'était un rejet très parfumé sur la plupart des points. À l'époque, de nombreux voyaient la réponse serbe comme conciliante. Le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que la Serbie avait donné satisfaction au-delà de ses attentes. L'empereur Guillaume a déclaré que toute raison de guerre était maintenant éliminée. Les Serbes étant majoritairement disposés à entrer en guerre, au moins contre l'Autriche. Simultanément à leur réponse à l'ultimatum, ils ont ordonné la mobilisation générale de leur armée. L'ouverture des Serbes à la guerre est manifeste selon les propos tenus fin juillet à la veille du conflit. L'ambassadeur serbe en Russie était en fait enthousiaste d'annoncer que la Russie mobilisait 1 700 000 hommes. Il a dit « À mon avis, cela nous offre une occasion splendide d'utiliser cet événement à bon escient et d'obtenir l'unification complète des Serbes. Il est donc souhaitable que l'Autriche-Hongrie nous attaque. »
Les actions de la Serbie étaient un pli très provocatrices et rendaient harto difficile pour l'Autriche de ne pas répondre militairement. Passons donc à l'Autriche, le prochain pays à examiner. Évaluer la culpabilité de l'Autriche dans la Première Guerre mondiale dépend beaucoup d'une grande question. Quelle aurait été une réponse raisonnable de l'Autriche à l'assassinat de François Ferdinand ? Il faut se rappeler à quel point l'assassinat était un événement majeur. François Ferdinand serait très bientôt devenu l'empereur de l'Empire austro-hongrois. À l'époque, la royauté était plus que de simples personnes, ils étaient l'incarnation vivante de l'État, le drapeau en chair et en os. Pour les Autrichiens, l'attaque contre leur royauté était une attaque contre eux-mêmes. Ajoutez à cela le comportement provocateur de la Serbie après l'assassinat, et vous comprendrez pourquoi les Autrichiens étaient indignés et furieux. Selon moi, déterminer une réponse raisonnable de l'Autriche est très complexe. D'un côté, s'attendre à ce que l'Autriche ne fasse rien ne semble pas raisonnable, mais une invasion totale et une occupation ne le sont pas non plus. Que disaient les membres du gouvernement autrichien après l'assassinat ? Presque tous étaient entièrement en faveur de la guerre contre la Serbie. Le chef d'état-major de l'armée a déclaré « Si vous avez une vipère venimeuse à vos pieds, vous l'écrasez sur la tête, vous n'attendez pas qu'elle vous morde. » Le ministre de la guerre déclara « La guerre était la seule issue à la situation actuelle. » L'ambassadeur allemand à Vienne a rapporté que presque toutes les personnes à qui il parlait voulaient, selon ses propres mots, un règlement de compte en profondeur avec la Serbie. Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Leopold Berchtold, avait été relativement opposé à la guerre contre la Serbie lors des crises précédentes. Après l'assassinat, il ne voyait plus que la guerre comme unique solution. Selon lui, la politique de patience de l'Autriche a perdu toute crédibilité. Les Autrichiens craignaient en partie de sembler faibles. Le ministre des Affaires étrangères a écrit « Si l'Autriche montre de la faiblesse, nos voisins du Sud et de l'Est seront encore plus convaincus de notre impuissance et poursuivront leur œuvre de destruction avec encore plus de détermination. » Cela dit, les Autrichiens ont tout de même présenté aux Serbes l'ultimatum qui aurait théoriquement pu offrir une voie vers la paix. Cependant, il faut se souvenir que l'ultimatum de l'Autriche était conçu pour être rejeté. L'ultimatum était en grande partie simplement une tentative de l'Autriche de ne pas paraître comme l'agresseur. La légitimité des conditions de l'ultimatum est sujette à débat. La clause la plus controversée était la 5e, autorisant la police autrichienne à enquêter en Serbie sur l'assassinat. Cela aurait été dur à accepter pour toute nation. D'un autre côté, vu la mauvaise qualité de l'enquête serbe, il est compréhensible que les Autrichiens exigent cela. Dans l'ensemble, les Autrichiens soutenaient donc fortement la guerre contre la Serbie. Cependant, le désastre de la Première Guerre mondiale est qu'elle a largement dépassé une simple guerre entre l'Autriche et la Serbie. Cela soulève la question de la responsabilité de l'Autriche dans l'escalade de la guerre vers les autres puissances, notamment la Russie. Il est intéressant de constater que les Autrichiens n'ont guère envisagé l'éventualité d'une guerre européenne plus vaste. Le sujet a été abordé mais n'a pas été déterminant dans la décision. Cela s'explique peut-être par le soutien de l'Allemagne et leur grande confiance en son armée. Pour l'Autriche, l'Allemagne pouvait soit dissuader, soit gagner la guerre à leur place. D'un autre côté, peut-être étaient-ils simplement tellement convaincus d'avoir raison moralement et que les autres pays se rangeraient de leur côté. Peut-on donc reprocher à l'Autriche d'avoir aggravé le conflit ? Eh bien, le fait que l'Autriche ne pensait pas à une grande guerre européenne implique au moins qu'elle n'en cherchait pas une. D'un autre côté, on pourrait les critiquer de ne pas avoir anticipé la situation. S'ils avaient davantage réfléchi aux conséquences négatives potentielles, ils auraient peut-être agi autrement et évité la guerre. Il convient aussi de mentionner l'annexion de la Bosnie par l'Autriche 6 ans auparavant. Cela a suscité l'indignation de toutes les grandes nations européennes et des États balkaniques. L'annexion de la Bosnie a été l'une des principales causes des mauvaises relations entre l'Autriche et la Serbie. Cela a aussi grandement détérioré les relations austro-russes. L'annexion était un événement si important qu'elle a presque provoqué une grande guerre à l'époque, poussant même la Serbie à mobiliser son armée. En fin de compte, la Russie et la Serbie ont dû reculer, et l'Autriche semblait avoir obtenu ce qu'elle désirait. Cependant, cela avait considérablement accru les tensions. Concernant l'Autriche, il faut mentionner la responsabilité de l'homme lui-même, François Ferdinand. Tout cela peut se résumer à une simple question. France, ma chère, le 20 juin 1914, que faisais-tu donc ? Il est impossible d'exagérer à quel point les actions de Franz Ferdinand ce jour-là étaient irresponsables. Premièrement, il se trouvait en Bosnie, annexée de manière controversée seulement 6 ans auparavant.
C'était évidemment une gifle pour les Serbes. De plus, le défilé a eu lieu le 28 juin, date à laquelle la Serbie commémore encore aujourd'hui la bataille du Kosovo. C'est l'une des dates majeures du calendrier serbe. C'était une seconde gifle pour la Serbie, à un moment de relations extrêmement tendues. Il y a aussi le fait qu'il soit sorti dans une voiture décapotable avec l'itinéraire publié à l'avance. C'est comme s'il cherchait à faciliter au maximum une tentative d'assassinat. Pour conclure, malgré la première tentative d'assassinat, François Ferdinand n'a pas évacué les lieux. En effet, la fusillade contre François Ferdinand était la seconde tentative d'assassinat ce jour-là. Une première tentative d'assassinat à la bombe a échoué. En tant que membre de la royauté visitant une ville controversée, si quelqu'un tente de vous assassiner, la chose la plus sensée serait d'évacuer rapidement. Eh bien, ce n'est pas ce que notre garçon Franz a fait. En réponse, il est retourné dans la même décapotable pour visiter les blessés de l'attentat à la bombe. La deuxième tentative d'assassinat réussie s'est déroulée sur le chemin de l'hôpital. La folie pure de certaines décisions est tout simplement stupéfiante. Quand on est une personne importante dans un pays, on a l'obligation d'agir de façon réfléchie et de ne pas mettre sa vie en danger. On a une responsabilité envers sa nation et son peuple. Notre vie ne nous appartient plus seulement. Franz Ferdinand a bien sûr payé un lourd tribut pour son erreur. L'Europe aussi a payé pour son erreur, au prix de dizaines de millions de vies. Dans l'immédiat, après l'assassinat, la Russie a fait plusieurs choses pour envenimer la situation. D'abord, elle n'a montré presque aucune sympathie envers l'Autriche et a nié que la Serbie ait eu quoi que ce soit à voir avec cela. Le ministère russe des Affaires étrangères a nié toute implication serbe dans l'assassinat. C'était à un moment où l'Autriche avait déjà prouvé le contraire. Les Russes ont également menti sur ce qui se passait en Serbie après l'assassinat. L'ambassadeur russe en Serbie a affirmé que l'Autriche mentait au sujet des célébrations et de l'euphorie en Serbie. Selon lui, toute la nation serbe avait été émue par les meurtres de Sarajevo. C'était faux. Il a également affirmé que les réseaux clandestins comme la Main Noire impliqués dans l'assassinat n'existaient pas. Il y a une ironie de mauvais goût à cela, étant donné que certains membres de l'État russe lui-même étaient impliqués dans la Main Noire. Les Russes accusaient les Autrichiens de falsifier des preuves. Ils insinuaient que l'Autriche profitait des assassinats comme prétexte pour attaquer la Serbie parce qu'elle voulait l'annexer. Selon la Russie, l'Autriche n'était pas en droit de réagir à l'assassinat. Les Russes ont refusé les demandes autrichiennes d'enquête en Serbie. L'ambassadeur autrichien a simplement évoqué la possibilité que l'Autriche exige que la Serbie aide à une enquête. Le ministre russe des Affaires étrangères a prévenu que cela ferait très mauvaise impression en Russie. Selon ses mots, l'Autriche devrait abandonner cette idée de peur qu'elle ne s'engage sur une voie dangereuse. Un autre élément qui a fortement attisé les flammes a été un article de journal publié le 13 juin. Son titre affirmait que la France devait être prête, tout comme eux. Il a été beaucoup repris par la presse en France et en Allemagne. Le pire, c'est que le ministre russe de la guerre avait participé à la publication de l'article. L'article dressait le portrait d'une puissante machine de guerre russe prête à s'abattre sur l'Allemagne. L'armée russe compterait bientôt 2 300 000 hommes, soit plus que l'Allemagne et l'Autriche réunies. De plus, le réseau ferroviaire a permis de réduire rapidement les temps de mobilisation. Évidemment, les Allemands étaient très alarmés. En réponse à l'article, le Kaiser écrivit « Ah, enfin les Russes ont abattu leurs cartes ». Quiconque en Allemagne ne croit pas que la Russie et la France préparant une guerre imminente contre nous devrait être interné à l'asile de Doldorf. Le chancelier écrivit qu'auparavant, seuls les extrémistes croyaient que la Russie voulait la guerre. Maintenant, dit-il, même les politiciens modérés commençaient à le croire. Que la Russie ne voulait en réalité pas la guerre est évident d'après ce qui a été dit lorsque l'Autriche a envoyé son ultimatum à la Serbie. Le ministre russe des Affaires étrangères a accusé l'Autriche de vouloir la guerre et a déclaré qu'elle mettait le feu à l'Europe. La réponse russe à l'ultimatum autrichien était un mélange d'escalade et de désescalade. D'une part, elle a demandé à l'Autriche de prolonger la durée de l'ultimatum. Elle a également demandé à la Serbie de retirer ses forces armées de la frontière et d'éviter toute provocation inutile. Cependant, elle a simultanément commencé à amasser des armes et à se préparer à la mobilisation. Les Russes étaient déterminés à adopter une approche dite « ferme ». Le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré que la Russie ne resterait pas inactive si la dignité et l'intégrité du peuple serbe, frère de sang, étaient menacées.
Selon le ministre russe de l'Agriculture, la Russie doit adopter une attitude plus ferme face aux revendications déraisonnables des puissances centrales. Cette posture était partiellement liée à la croyance des hauts responsables russes que la Russie avait été conciliante lors des crises antérieures. Ils jugeaient les actions de la Russie passive pendant les guerres balkaniques et la crise bosniaque, estimant que cela ne leur avait rien apporté. Selon eux, la Russie devait maintenant prendre position. Sinon, la Russie perdrait toute crédibilité auprès de ses alliés. D'autres actions russes rendaient également moins probable que les Serbes acceptent les exigences gauleuses autrichiennes. Le tsar les a exhortés à se battre comme des lions. Le ministre des Affaires étrangères a conseillé à la Serbie de refuser la médiation britannique. La décision de la Russie de mobiliser a fortement influencé la réponse de la Serbie à l'ultimatum. La Serbie prévoyait d'accepter l'ultimatum, mais avec le soutien de la Russie, elle n'allait plus le faire. La décision de la Russie de mobiliser son armée fut de loin la plus grande contribution qu'elle ait apportée à l'escalade. Son importance ne peut pas être surestimée. Aujourd'hui, il est donc facile de croire que préparer son armée est raisonnable. Avoir une armée prête ne signifie pas nécessairement qu'un pays va attaquer. Cependant, vu la mentalité militaire d'alors, la mobilisation était très provocatrice. À l'époque, on croyait généralement que la nation capable d'amener son armée sur le champ de bataille en premier l'emporterait. Lors de la guerre franco-prussienne, par exemple, la Prusse a vaincu la France en grande partie en amenant son armée sur le terrain en premier. Lorsque la Russie se mobilisait, l'Allemagne devait aussi se mobiliser, sinon elle risquait que la Russie frappe en premier et remporte une victoire décisive. C'était principalement un cas où la théorie des jeux créait des incitations compliquant la prévention de la guerre. La Russie a été le premier pays à procéder à une mobilisation générale. Même l'Autriche-Hongrie n'était qu'en mobilisation partielle contre la Serbie à ce moment-là. Le gouvernement allemand n'avait même pas déclaré l'état de danger de guerre, un niveau en dessous de la mobilisation. On peut voir à quel point la mobilisation était une étape provocatrice, d'après ce que les Russes ont fait après le déclenchement de la guerre. Après le début de la guerre, le gouvernement russe a modifié la date de la mobilisation générale autrichienne dans ses documents officiels. Ils ont changé la date pour indiquer que l'Autriche s'était mobilisée 3 jours plus tôt, afin de faire apparaître la mobilisation russe comme une réaction. Un télégramme de l'ambassadeur russe à Vienne a aussi été modifié. Au départ, il indiquait que l'ordre de mobilisation générale était prévu pour le lendemain, le 30 juillet. Cela a été modifié pour dire que l'ordre de mobilisation générale avait déjà été signé. En réalité, l'Autriche est entrée en mobilisation générale le 1er août, soit 2 jours complets après la Russie. Les Russes savaient que leur décision de se mobiliser était une étape importante sur la voie de la guerre et augmentait leur responsabilité globale. Une fois fait, les chances d'éviter la guerre étaient minimes. Une autre preuve de l'importance de la mobilisation est la réaction de la Grande-Bretagne. Dans la nuit du 31 juillet, l'ambassade d'Allemagne informa les Britanniques qu'en réponse à la mobilisation russe, l'Allemagne avait déclaré l'état de danger de guerre imminent. Si la Russie ne stoppait pas immédiatement la mobilisation, l'Allemagne mobiliserait ses forces, déclenchant ainsi la guerre. Le Premier ministre britannique se hâta au palais de Buckingham pour réveiller le roi. Celui-ci devait télégraphier au tsar russe pour tenter de le persuader de stopper la mobilisation. Réfléchissez à ce que cela signifie. Les Allemands, qui allaient finir par être l'ennemi de la Grande-Bretagne pendant la guerre, ont contacté les Britanniques pour leur dire que les Russes se mobilisaient et que cela représentait une menace. Les Britanniques exhortent les Russes à stopper la mobilisation. C'était essentiellement un aveu que les Allemands avaient raison et que la mobilisation était effectivement une énorme escalade. Les Russes ont continué d'avancer malgré les demandes des Allemands de s'arrêter. L'Allemagne annonça qu'elle devrait aussi mobiliser si la Russie persistait. L'Allemagne demandant à la Russie de ne pas mobiliser sans le faire elle-même semble être une requête raisonnable. C'est la détermination de la Russie à mobiliser qui a finalement provoqué la guerre entre l'Allemagne et la Russie. L'Allemagne a envoyé un ultimatum à la Russie pour qu'elle cesse sa mobilisation. Lorsque la Russie a refusé, l'Allemagne a déclaré la guerre. Cela nous amène alors aux Allemands, ces magnifiques Allemands. Dès l'assassinat de Franz Ferdinand, la réaction des hauts responsables allemands a été presque totalement en faveur d'une guerre entre l'Autriche et la Serbie. On peut facilement y voir une volonté d'escalade motivée par un désir de guerre. Cependant, cela peut aussi être vu comme une tentative de localiser le conflit et de le contenir. Si l'Autriche attaquait la Serbie immédiatement après l'assassinat, il serait clair que ces actions étaient une réponse directe et n'avaient aucune arrière-pensée.
Personne n'aurait le temps de s'inquiéter et de devenir anxieux à propos des actions des autres. De plus, juste après l'assassinat, la sympathie était grande pour l'Autriche, rendant difficile pour une autre nation d'aider la Serbie. L'Autriche a peut-être eu du mérite en envoyant son ultimatum à la Serbie 4 semaines après l'assassinat. Cela a permis à toutes les différentes nations d'Europe de se laisser gagner par l'anxiété. Mais surtout, cela a permis à la Russie de s'énerver en pensant que l'Allemagne orchestrait tout car elle voulait la guerre. Les Allemands étaient convaincus que si l'Autriche agissait rapidement, tout l'épisode pourrait rester entre l'Autriche et la Serbie, et ils avaient probablement raison. Beaucoup de citations des Allemands montrent qu'ils voulaient effectivement que le conflit soit contenu et supposaient qu'il le serait. Ils jugeaient improbable une intervention russe. Cependant, ils admettaient le risque d'une guerre plus étendue. Le 12 juillet, le secrétaire aux Affaires étrangères allemand a écrit « Nous devons veiller à localiser le conflit entre l'Autriche et la Serbie. La possibilité de cela dépendra de la Russie. Je ne souhaite pas une guerre préventive, mais si le combat se présente, nous n'osons pas reculer. » Le chancelier a écrit le 21 juillet « Nous désirons d'urgence une localisation du conflit. Une intervention de toute autre puissance entraînera, compte tenu des engagements d'alliances divergents, des conséquences incalculables. » L'empereur Guillaume II soutenait une intervention rapide de l'Autriche contre la Serbie. Lorsqu'il a lu que son ambassadeur en Autriche avait prôné le calme, il a écrit « Qui l'a autorisé à faire cela ? C'est complètement stupide. Cela ne le regarde pas. Puisqu'il appartient entièrement à l'Autriche de décider de ce qu'elle entend faire, il est grand temps de faire table rase des Serbes. » À une autre occasion, Guillaume a fait remarquer qu'il s'attendait à une action sérieuse de l'Autriche contre la Serbie, mais que cela pourrait bien entraîner une grave complication européenne. Globalement, Guillaume présumait que la Russie n'interviendrait pas. Cela pour 2 raisons principales. D'abord, il pensait que le tsar Nicolas, choqué par l'assassinat d'un royal, serait réticent à soutenir la Serbie. En s'adressant à un membre de la marine, il a dit qu'il ne croyait pas qu'il y aurait d'autres complications militaires puisque le tsar russe ne se placerait pas du côté des régicides. La deuxième raison pour laquelle Guillaume pensait que la Russie n'interviendrait pas, c'est qu'il la croyait non préparée pour la guerre et donc encline à l'éviter. Par exemple, Guillaume a dit à un ambassadeur « Pour le moment, la Russie ne donne aucune raison de s'inquiéter. Pour les 6 prochaines années, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. » Les déclarations de Guillaume étaient parfois moins belliqueuses. Lorsqu'il a vu la réponse serbe à l'ultimatum autrichien, il a déclaré, comme on le sait, que la Serbie avait présenté une capitulation des plus humiliantes et que toute raison de guerre était désormais éliminée. Guillaume voulait même que les Autrichiens soient informés que le casus belli avait désormais disparu et qu'il était lui-même prêt à servir de médiateur pour la paix avec la Serbie. Malheureusement, son message n'a jamais atteint les Autrichiens. Certains membres du gouvernement n'ont pas relayé le message. De façon burlesque, une fois que les Russes étaient passés à la mobilisation, le chancelier allemand a paniqué et a alors transmis le message aux Autrichiens pour tenter de les retenir. Bien sûr, à ce moment-là, il était déjà trop tard. Globalement, le message de l'Allemagne à l'Autriche était qu'elle la soutiendrait quoi qu'elle décide de faire, ce qui est devenu connu sous le nom de chèque en blanc. Étant donné que l'Autriche et l'Allemagne étaient vantées toutes deux en faveur d'une réponse militaire à la Serbie, on peut vraiment se demander ce qu'elles espéraient accomplir. La guerre contre la Serbie n'allait pas ressusciter l'héritier autrichien assassiné. Tenter d'occuper la Serbie à long terme aurait presque certainement été un désastre. Je pense qu'ils espéraient probablement pouvoir obtenir quelques concessions humiliantes et rétablir leur prestige. S'ils paraissaient tant forts, cela dissuaderait de potentielles attaques futures. Les Autrichiens reconnaissaient même entre eux leur absence d'objectifs clairs. À un moment donné, un ambassadeur autrichien en Allemagne a été interrogé sur ce que l'Autriche comptait faire après avoir vaincu la Serbie, et ne voulant pas révéler qu'il n'avait pas de plan, il a simplement inventé quelque chose. Il a dit que la Serbie serait partagée. Ce n'était pas le plan officiel de l'Autriche, et l'ambassadeur n'avait aucune autorité pour dire cela. Comme pour l'Autriche, nous nous interrogeons sur la responsabilité de l'Allemagne dans l'entraînement de la Russie dans le conflit. La guerre entre l'Autriche et la Serbie était une chose, mais c'est l'escalade qui comptait vraiment. Une chose très désescalatoire que les Allemands ont faite a été de ne rien faire militairement jusqu'à très tard dans la crise. Le 5 juillet, Guillaume a été interrogé pour savoir s'il voulait que l'armée se prépare à un conflit européen, et il a refusé. Même une fois que les Russes s'étaient mobilisés, les Allemands débattaient encore de la question de déclarer ou non un état de danger imminent de guerre. C'était la dernière étape avant la mobilisation.
La mobilisation tardive de l'Allemagne lors de cette journée cruciale était un geste très désescalatoire. Si la Russie avait hésité à mobiliser son armée, la guerre aurait peut-être pu être évitée. L'invasion de la France via la Belgique par l'Allemagne accroît considérablement sa culpabilité. En fin de compte, les pays peuvent mobiliser leurs armées et déclarer la guerre, mais ce qui importe vraiment, c'est quand les soldats commencent à s'entretuer. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont techniquement en guerre depuis des décennies, mais sans réel combat militaire. L'invasion de la France par l'Allemagne a transformé de façon décisive toutes les mobilisations et déclarations de guerre en de vraies balles tirées et de vrais hommes tués. Dès lors, il était impossible de faire marche arrière ou de mettre le conflit de côté. L'invasion de la France par l'Allemagne fut la première grande offensive militaire d'une grande puissance. L'Allemagne a agi ainsi parce qu'elle craignait une guerre sur deux fronts contre la France et la Russie en même temps. Cependant, cela signifiait que l'Allemagne attaquait un pays ne montrant pas vraiment de signes d'agression envers elle. La France aurait-elle gardé sa neutralité si l'Allemagne avait uniquement attaqué la Russie ? Impossible d'en être certain, mais c'est une possibilité selon moi. En passant par la Belgique, l'Allemagne a entraîné la Grande-Bretagne dans la guerre. L'invasion de la Belgique par l'Allemagne a probablement poussé la Grande-Bretagne à entrer en guerre, prolongeant le conflit et augmentant considérablement le nombre de victimes. Il est impossible d'évoquer la responsabilité de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale sans citer les travaux de Fritz Fischer. Un historien allemand a affirmé que l'Allemagne était le principal responsable de la Première Guerre mondiale. Son travail a eu un impact énorme dans le domaine et a provoqué beaucoup de controverses. Selon les mots d'un autre historien, Fischer a instantanément rendu obsolète chaque livre publié auparavant sur la question de la responsabilité de la Première Guerre mondiale et des objectifs allemands dans ce conflit. Fischer a soutenu que l'Allemagne avait délibérément provoqué la Première Guerre mondiale dans le but de devenir une puissance mondiale. Il a évoqué ce que l'on appelle le programme de septembre, un plan allemand visant à annexer de vastes parties de l'Europe et de l'Afrique en cas de victoire. Ce travail a suscité la controverse en Allemagne, où le public pensait que le pays n'était pas si coupable pour la Première Guerre mondiale. Depuis, les travaux de Fischer ont été critiqués, des historiens notant que le plan du programme de septembre n'a été élaboré qu'après le début de la guerre. D'autres puissances ont également élaboré des plans pour ce qu'elles feraient si elles gagnaient pendant la guerre et, comme vous pouvez l'imaginer, ces plans comprenaient aussi quelques butins de guerre alléchants. Globalement, pendant la crise de juillet, la France est restée plutôt passive, présumant que l'assassinat ne provoquerait qu'un conflit local. En réalité, quand l'assassinat s'est produit, il n'a même pas fait la une en France. La France était captivée par un scandale où l'épouse d'un ex-premier ministre avait tué un rédacteur en chef de journal. Elle a agi ainsi car le journal avait publié les lettres d'amour qu'elle avait envoyées. Alors que les pays de l'Est sombraient suite à l'assassinat, les Français, eux, étaient occupés à être français et à faire ce qu'ils font. Le fait que la France ait joué un rôle aussi passif pendant la crise de juillet signifie qu'il n'y a pas vraiment d'exemple où elle a contribué à l'escalade. Selon moi, cela atténue un peu sa culpabilité. On pourrait reprocher à la France de ne pas avoir fait plus pour contenir la Russie. La France était alliée à la Russie depuis des décennies et avait la plus grande influence sur elle. Même lorsque la Russie avançait des absurdités selon lesquelles la Serbie n'était pas impliquée dans l'assassinat, ou lorsqu'on niait que l'Autriche avait le droit de réagir, la France est restée pleinement engagée dans l'Alliance. Comme les autres pays de l'époque, la France suspectait la Serbie d'être impliquée dans l'assassinat. Le 1er juillet, Léon Dekos, l'ambassadeur français en Serbie, a rapporté que l'armée serbe était impliquée dans l'assassinat de François Ferdinand et que la Serbie était en tort. Cela a été ignoré. Le président français, comme les Russes, pensait que l'Autriche n'avait pas le droit de réagir à l'assassinat. Cela dit, le Premier ministre français a bien dit aux Russes de ne rien faire qui pourrait provoquer l'Allemagne. De toute évidence, cela a échoué puisque la Russie a été le premier pays à mobiliser. L'Allemagne a exigé que la France fasse son possible pour stopper la mobilisation russe. La France aurait pu le faire en menaçant de se retirer de l'alliance avec la Russie. En gros, l'Allemagne exigeait que la France déclare sa neutralité dans la guerre à venir, sinon ce serait la guerre avec l'Allemagne. La mobilisation russe étant une telle escalade, cette demande était peut-être raisonnable. Dans tous les cas, la France ne l'a pas fait. L'Allemagne a alors estimé qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'attaquer la France. Bien que la France n'ait pas déclaré sa neutralité, elle serait peut-être restée neutre si l'Allemagne ne l'avait pas attaquée. La France aurait-elle attaqué l'Allemagne si cette dernière ne l'avait pas fait en premier ? Nous ne le saurons jamais avec certitude.
Fait intéressant, les troupes françaises ont en réalité été retirées de la frontière allemande pour démontrer le désir de paix de la France. La Grande-Bretagne et la France ont été peu impliquées dans la majeure partie de la crise de juillet. Pendant presque toute la crise, elle a supposé qu'elle ne prendrait part à aucune guerre future. Début août, avant le début de la guerre, la majorité des politiciens britanniques présumaient que la Grande-Bretagne ne prendrait pas part au conflit. L'invasion allemande de la Belgique a finalement poussé la Grande-Bretagne à entrer en guerre, mais elle aurait pu rester en dehors du conflit. La Grande-Bretagne avait signé un traité en 1839 garantissant l'indépendance de la Belgique, mais le cabinet considérait qu'il s'agissait d'une obligation collective de tous les signataires. Même Churchill, un va-t-en-guerre face à Hitler, était réticent à défendre la Belgique. Il a commenté « Je ne vois pas pourquoi nous devrions intervenir s'ils ne vont qu'un peu loin en Belgique ». La majorité de la presse britannique s'opposait aussi à la guerre. Le Manchester Guardian a déclaré que la Grande-Bretagne ne devrait pas s'impliquer, affirmant « Manchester se soucie aussi peu de Belgrade que Belgrade de Manchester ». Le Daily News était écœuré à l'idée que des villes britanniques aient souvent perdu pour, selon leurs mots, l'hégémonie russe sur le monde slave. Le rédacteur en chef A. G. Gardner a écrit un article intitulé « Pourquoi nous ne devons pas nous battre », défendant l'idée qu'il n'existait pas de conflits essentiels entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Il a également soutenu qu'écraser l'Allemagne ne ferait qu'établir une dictature russe sur l'Europe et l'Asie. La Grande-Bretagne étant résolue à rester en dehors du conflit, il n'y a guère d'exemple où elle aurait contribué à son escalade. Pendant la crise, la Grande-Bretagne tentait de soumettre la situation à une conférence, espérant une résolution par le dialogue. Cependant, la Grande-Bretagne peut être critiquée pour certains aspects. Comme la France, elle aurait pu davantage tenter de contenir la Russie. Les Britanniques savaient que la Serbie était impliquée dans l'assassinat et avaient une certaine sympathie pour l'Autriche. Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères a admis à l'ambassadeur autrichien que la Serbie était complice et que certaines demandes de l'ultimatum autrichien étaient sans justifier. L'Allemagne a en fait essayé de faire savoir à la Grande-Bretagne que si elle restait neutre et parvenait à maintenir la France neutre, l'Allemagne ne déclarerait pas la guerre et les combats seraient restés à l'Est. La Grande-Bretagne n'a pas donné suite à cette proposition. On peut aussi reprocher à la Grande-Bretagne que son ambiguïté a potentiellement accru les risques de guerre. L'implication de la Grande-Bretagne restait incertaine. Cela a convaincu la France et la Russie de l'implication de la Grande-Bretagne et l'Allemagne du contraire. Si dès le début la Grande-Bretagne avait déclaré s'impliquer, les Allemands auraient peut-être été plus conciliants. Si en revanche ils avaient dit dès le début qu'ils ne s'impliqueraient pas, peut-être que la France et la Russie l'auraient été. Si ce sont les principales actions de chaque nation, comment pouvons-nous les comparer ? Comment pouvons-nous essayer de juger la culpabilité de chaque nation ? Une chose qui rend si difficile d'évaluer dans quelle mesure chaque pays mérite d'être blâmé, c'est que presque toutes les actions sont des réponses à d'autres actions. Vous devez donc constamment vous demander si une réponse donnée était raisonnable. Dans quelle mesure était-il justifié pour l'Autriche de déclarer la guerre à la Serbie suite à l'assassinat ? Dans quelle mesure cela était-il compréhensible ou pardonnable ? Je pense qu'il est extrêmement difficile de juger. Dans quelle mesure était-il raisonnable pour la Russie d'apporter son soutien total à la Serbie ? Était-il raisonnable pour la France de maintenir son soutien à la Russie après le début de sa mobilisation ? Dans quelle mesure était-il raisonnable pour l'Allemagne d'apporter son soutien total à l'Autriche ? Je pense qu'il va sans dire qu'il est impossible de répondre à ces questions de manière objective. Il me semble que des personnes bien informées et impartiales peuvent arriver à des conclusions très différentes. Cela dit, voici mon point de vue, bien que sa valeur soit très limitée. Je dirais que la Serbie, l'Autriche, la Russie et l'Allemagne méritent toutes un peu plus de blâme que la Grande-Bretagne et la France. La Serbie pour l'assassinat de François Ferdinand et les provocations qui ont suivi. L'Autriche pour sa détermination à faire la guerre à la Serbie. La Russie pour s'être mobilisée si tôt et l'Allemagne pour avoir déclenché la guerre de façon si catégorique en envahissant la France. J'ai du mal à trouver quelque chose que la Grande-Bretagne et la France aient fait qui soit aussi escalatoire que ces actions. Beaucoup d'historiens préfèrent rejeter la question de savoir qui est responsable de la Première Guerre mondiale, et il est facile de comprendre pourquoi. C'était vraiment un effort commun, une catastrophe commune. Il est difficile de savoir comment conclure une vidéo sur un sujet aussi triste mais aussi stimulant. En faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur de nombreuses citations qui, avec le recul, semblent extrêmement troublantes et de mauvais goût.
Des citations d'hommes qui soit voulaient la guerre, soit avaient une attitude désinvolte à son égard. Des Autrichiens résolus à humilier la Serbie et à regagner leur fierté. Des Serbes ravis à la perspective de faire tomber l'Empire autrichien. Des Allemands voulaient amplement combattre la Russie, pensant que c'était leur dernière chance. En lisant ces citations avec le recul, j'ai toujours ressenti le même sentiment envers ces hommes. Eh bien, vous avez eu la guerre que vous vouliez. Le message de la Première Guerre mondiale pourrait être le vieux proverbe « Soyez prudents avec vos souhaits, ils pourraient tant se réaliser ».